qui cette fois-ci est dédié à la gestion du donneur. Donc je vais commencer par vous présenter un petit peu la SFT Junior pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc on est désormais officiellement une commission de la SFT avec 2 membres qui siègent au conseil d'administration de la SFT. Le but de la SFT Junior, c'est simple, hein, c'est de promouvoir la transplantation auprès des jeunes et surtout de permettre aux jeunes également de participer à des événements de transplantation. Et notamment cette année, on a pu à nouveau inviter une quinzaine de juniors et leur financer à la fois leur transport et leur hébergement pour le congrès. Donc ça, c'est une première chose. La nouveauté, plutôt nouveauté pour l'année prochaine qu'on voulait vous annoncer, c'est qu'à partir de 2019, la SFT Junior attribuera une bourse de Master 2 d'un montant de 15 000 €. Donc il y aura une bourse de Master 2 nouvelle à partir de l'année prochaine pour tous les juniors qui sont intéressés par la transplantation et spécifiquement par la recherche en transplantation. Donc c'est la 2e fois qu'on organise un événement avec l'AJAR. Donc l'AJAR, c'est l'association des jeunes anesthésistes réanimateurs. Donc je vais laisser Michael T, qui est membre de cette association, vous présenter l'AJAR. Merci Valentin. Donc effectivement, donc on comptait remercier et on tenait à cœur donc à remercier la SFT et en particulier la commission junior avec qui on travaille maintenant depuis près de 2 années, où on a déjà organisé donc une journée dédiée sur le don d'organes que vous pouvez reconsulter, qui sont disponibles sur nos sites internet et médias sociaux. Et donc cette journée, merci à tous les intervenants de pouvoir participer et d'avoir accepté notre invitation pour intervenir sur un thème que vous verrez est riche en enseignement et en perspective et qui fait directement en fait suite à cette journée. Donc voilà, j'en dis pas plus. Les présentations on les fera par la suite. Et donc voilà, donc cette journée, cette fois-ci, elle va être divisée en 2 parties. Donc une première session plutôt orientée sur l'état de l'art, c'est-à-dire ce qu'on sait déjà faire pour mieux gérer le donneur. Et une deuxième partie axée plutôt sur la recherche, donc l'avenir dans la gestion du donneur en transplantation. Et ceci se conclura dans un premier temps par une table ronde avec tous les intervenants. Donc le but est d'échanger, il faut que ce soit interactif. Et enfin, on conclura par un petit after work avec du vin ou de la bière, des choses à manger pour ceux qui sont intéressés. Voilà, donc on attend le caméraman, mais bon, qui va pas tarder d'arriver, j'espère, parce que la session sera retransmise en Facebook Live. Voilà, donc on va laisser la parole à Quentin et Léonore qui vont vous présenter la suite. Merci. On attend la caméra pour commencer. Alors, donc dans cette première partie, on va d'abord accueillir Julien Charpentier, réanimateur à Cochin, pour un état des lieux sur la réanimation du donneur. Bonjour, je suis déçu qu'il n'y ait pas de caméraman parce que pour une fois que je fais un Facebook Live, bon tant pis, non, mais on va peut-être... ce sera coupé au montage. Très bien, merci à l'AJAR, merci à Michael T, merci à la SFT Junior et merci à la SFT de me donner l'opportunité d'intervenir dans cette session junior qu'on pourrait intituler du producteur au consommateur, puisque les réanimateurs ont la lourde tâche de prendre en charge les donneurs et d'essayer de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour que les organes aillent le mieux possible pour les receveurs. S'il y avait un message... J'ai une petite expérience dans la simulation. Je travaille au laboratoire Illumins de la faculté Paris-Descartes. Et j'ai emprunté cette diapositive à un monsieur qui s'appelle Benjamin Franklin. C'est pas la bande dessinée pour les enfants, c'est Benjamin Franklin. Tu dis les choses, j'oublie. Tu me les enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. Donc moi, je vais juste m'occuper de vous dire des choses et essayer de vous enseigner quelque chose. Mais ce que je vous ai déjà enseigné, c'est qu'il suffit de faire de la réanimation pour prendre bien en charge les donneurs et ce sera déjà très très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pédagogie, elle évolue. Bien évidemment, ça, c'est un peu révolu. On progresse. La SFT Junior et l'AJAR et les jeunes impliqués dans l'enseignement, on montre que ça doit évoluer. Et la simulation est un nouveau moyen d'enseignement que vous connaissez déjà probablement tous beaucoup. Mais j'aime bien ce diagramme qui explique assez bien de quoi ça parle. Ça parle de ce qu'on connaît. On a appris dans les livres, on a appris à l'ECN, on a appris à l'internat, on
on apprend des choses et on est novice. Et avec le temps, on commence à savoir comment faire, on arrive à les montrer et puis on arrive à les faire le mieux possible et on arrive à un niveau expert. Et en fait, la simulation, elle permet de passer de la connaissance à la compétence et de mettre en œuvre ce qu'on a appris dans les livres au lit du malade, même si c'est un mort encéphalique, c'est un patient qu'on doit prendre en charge. Et ici, vous avez les différents éléments qui sont de la compétence, que ce soit l'attitude, les objectifs ou le savoir que vous avez. Et en fait, la simulation permet d'améliorer ça, d'améliorer bien la mise en œuvre de ces connaissances. C'est important de bien connaître, juste pour vous rappeler que la mort encéphalique, ce n'est pas juste la mort du cerveau et du tronc cérébral, mais ça a des conséquences beaucoup plus importantes que ça. Et dans ce travail expérimental sur le singe, montre l'effet de la mort encéphalique sur l'hémodynamique générale. Mais ça, pour ceux qui en ont déjà vu, vous savez que la pression artérielle augmente beaucoup. Mais ce qui est intéressant, sans vraiment rentrer dans les détails, c'est les conséquences. Ici, vous avez les marqueurs sur les neutrophiles. Moi, ça ne me dit pas grand-chose, mais je vois bien qu'il y a une différence. Et ce qui est intéressant, c'est le résumé de l'étude où il montre qu'est-ce qui est impliqué dans la mort encéphalique. Et vous voyez, dès qu'on parle de TNF-alpha, de stress oxydant, d'IL1-bêta, vous vous rendez compte que la mort encéphalique, c'est assez compliqué et que ça va avoir des conséquences sur la fonction des organes et de tous les organes. Et le rôle du réanimateur, ça va être de prendre en charge les conséquences de la mort encéphalique sur les organes pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Alors là, on est dans un congrès où il y a beaucoup de transplanteurs, donc c'est un peu compliqué. C'est une diapositive que d'habitude je fais au réanimateur pour dire voilà, vous êtes au self avec votre plateau repas, et puis il y a le chirurgien cardiaque qui vous dit ouais, moi ton donneur, il faut qu'il ait une bonne pression artérielle, il faut qu'il soit bien rempli, puis il ne faut pas qu'il ait de catécholamine, parce que les catécholamines c'est mauvais pour le cœur, donc il ne faut pas en mettre. Ah d'accord. Et puis de l'autre côté, avec son plateau repas de l'autre côté, il y a le chirurgien pulmonaire qui dit non, ça c'est des conneries, il faut qu'il ait une bonne pression artérielle, ça on est d'accord, mais il ne faut surtout pas les remplir, parce que ça c'est extrêmement délétère pour le poumon. Et puis vas-y, tu peux mettre des vasopresseurs, parce que c'est pas grave pour le poumon, on peut mettre des catécholamines, des vasoconstricteurs, c'est pas grave pour le greffon. Le chirurgien hépatique et le transplanteur de rein, ils sont un peu moins exigeants parce que leurs organes sont un peu plus robustes et supportent un petit peu mieux les agressions qui sont. Et finalement, on se retrouve entre les deux plateaux, entre le plateau du chirurgien cardiaque et le plateau du transplanteur pulmonaire, en disant mais qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on fait de la réanimation. C'est ce qu'on fait tous les jours. Quand on a un patient en choc septique dans un lit de réanimation, on ne veut pas trop le remplir pour ne pas trop mouiller le poumon, on ne veut pas trop mettre de catécholamine parce que c'est mauvais pour le cœur. Et finalement, ce qu'on va faire, c'est de la réanimation, ce qu'on fait tous les jours et ce qu'on essaye de faire le mieux possible. Ce travail, qui est très discutable puisque c'est un avant-après, mais montre que quand un donneur est pris en charge par un intensiviste, un réanimateur, ici, vous avez la barre d'équivalence, on se rend compte qu'on est capable de prélever plus d'organes quand c'est géré par un intensiviste. Quand c'est quelqu'un dont c'est le métier de s'occuper de la défense d'organes, vous voyez, on prélève plus d'organes et c'est surtout visible sur le poumon. Donc vraiment une prise en charge par un réanimateur en réanimation, c'est bien pour les organes. Quelques exemples encore sur la fonction cardiaque. Ici, vous avez figuré sur la partie gauche la fraction d'éjection des donneurs. Et on voit tout de suite que les donneurs, ils ont une dysfonction ventriculaire gauche qui s'installe. Mais avec le temps, on remarque que toutes les flèches vont vers le haut et que la fraction d'éjection de ces cœurs de sujets en mort encéphalique s'améliore avec le temps, sous réserve qu'on ait corrigé la volémie, l'acidose, l'hypoxie, l'hypercapnie, les désordres hydroélectrolytiques. Clairement, notre travail, c'est de nous occuper des organes. Et quand on s'en occupe, on a un exemple pour le cœur, on améliore la fonction cardiaque et ça donne des greffons qui sont potentiellement prélevables. Ce qui est intéressant, publié l'année dernière dans le Journal of American Journal of Cardiology, c'est que quand on compare la survie des receveurs qui ont eu un cœur parfait à la survie des receveurs qui ont eu un cœur qui était bof, mais qui a été optimisé, c'est ce qu'ils ont fait dans cette étude, il y a 472 receveurs qui ont eu un cœur qui n'était pas terrible, mais qui a été optimisé, et ils l'ont comparé à 11 223 receveurs de cœur qui avaient un cœur qui était parfait. Je passe assez vite sur les données démographiques. Il y a quelques différences dont vous vous doutez bien. Ce qui est intéressant, c'est que la courbe de survie est exactement la même. Donc c'est pas parce que le cœur n'a pas l'air terrible au départ que si on s'en occupe bien, vous voyez, dans ce papier-là, il n'y a pas d'effet sur les receveurs. Probablement dans le détail, dans l'analyse fine, ça pourrait jouer, mais c'est clair qu'un cœur qui pourrait pas être tout à fait terrible, quand il est optimisé, il y a une survie des receveurs qui est identique. La même chose pour le poumon, dans ce travail un petit peu ancien de 2002 aux États-Unis, ils avaient fait de manière rétrospective, ils ont analysé des donneurs de poumons qu'ils ont optimisés, on pourrait en discuter, des corticoïdes, de la restriction hydrique, des inotropes, une fibroscopie. Qu'est-ce qu'ils montrent? Ici, vous avez les caractéristiques des donneurs. La première colonne, c'est avant qu'on s'en occupe vraiment. OPO, c'est la coordination aux États-Unis. Avant de s'en occuper, si on regarde juste cette ligne-là, on se rend compte qu'il y a 20 radiothorax qui sont anormales sur les 26 donneurs.
Et une fois qu'on en a fini de s'en occuper, ils ont nettoyé toutes les radios de thorax. Ils s'en sont occupés, hein, ils les ont posturés, restriction hydrique, un peu de fibroscopie. Mais encore une fois, si on s'occupe d'un poumon, comme on s'est occupé du cœur tout à l'heure, ben on peut avoir un effet intéressant sur les caractéristiques démographiques et sur la survie aussi. Juste pour vous rappeler que l'objectif, c'est de faire de la réanimation. Dans ce travail publié en 2010 dans JAMA, qui est quand même une très très grande revue, par Marco Ranieri, qui est le dernier auteur, qui connaît très bien la ventilation, il a comparé de manière randomisée une ventilation dite standard à une ventilation dite protectrice. Donc je vous arrête tout de suite. Pour les non-initiés, la ventilation standard, ça ne se fait plus en réanimation pour aucun patient et donc aucun donneur. Mais en 2010, il avait réussi à faire ce papier-là. Bon, il montre que quand on fait une ventilation, une stratégie protectrice, qu'on s'intéresse aux poumons, qu'on essaye de ne pas faire n'importe quoi sur la ventilation mécanique, eh bien, le nombre de poumons qu'on prélève passe de 27% à 54%. Rien qu'en faisant un peu attention à ce qu'on fait, une épreuve d'apnée en CPAP, en aspirant les malades avec un système clos et en faisant des manœuvres de recrutement. Donc tout ça, c'est bien pour vous montrer qu'on est capable, en s'occupant bien de l'organe, en faisant attention à ce qu'on fait, d'améliorer les organes pour qu'ils deviennent tout à fait corrects et accessibles à la greffe. Après, quand on regarde plus récemment, Miandres en Espagne, il a regardé une étude avant-après, il a comparé 2 périodes, 2010, 2012 à 2013, et il a regardé l'implémentation, vous savez, ça fait beaucoup, une espèce d'ensemble de mesures pour essayer d'améliorer la prise en charge des poumons, et il montre que le nombre de donneurs et de poumons prélevés, donc c'est annualisé, parce que donc ici vous avez 450, mais là il y en a 150, c'est annualisé, il montre que quand on s'en occupe bien, on prélève plus de poumons et on a plus de poumons qui sont disponibles. Ça, c'est la phase avant, la phase après. Il y a 20% de greffons qui sont utilisés parmi tous leurs donneurs quand ils implémentent une stratégie de prise en charge du poumon. Alors tout ça, c'est très beau, mais en fait, c'est quoi les gros problèmes qu'ont les réanimateurs? C'est une diapositive que je montre souvent. Dans 81% des cas, les donneurs ils vont être hypotendus. Dans 65% des cas, on va avoir un diabète insipide, et puis un petit peu de coagulation intravasculaire disséminée, un petit peu d'arythmie, un peu d'œdème pulmonaire et un peu d'acidose métabolique. Ce qui est important, c'est qu'il a été démontré que de gérer un donneur en ayant des objectifs thérapeutiques, donc ça c'est un travail américain, c'est le premier travail de toute une série par cette même équipe-là. Ils regardent rétrospectivement dans une région américaine 320 donneurs et ils ont défini des objectifs de management. Donc pour reprendre ce que je disais au début, quand vous regardez les objectifs, ça ressemble ni plus ni moins à ce qu'on fait tous les jours en réanimation. Il faut qu'il y ait une bonne pression artérielle, pas trop de vasopresseurs, un pH contrôlé, une oxygénation correcte, une atrémie correcte. Enfin, ce qu'on fait dans la chambre 2, chambre 3 et chez tous les donneurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont regardé rétrospectivement chez tous leurs donneurs qu'est-ce qui se passait. Donc ils ont montré que avoir une pression artérielle correcte chez les donneurs, c'était à peu près facile, puisque 80% des donneurs y arrivent. Maintenir une natrémie correcte, ils y arrivent. Et puis il y a des choses qui sont un peu plus difficiles. Maintenir l'oxygénation correcte, c'est difficile. La fraction d'éjection correcte, c'est un petit peu difficile. Mais quand même, on y arrive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent que quand vous avez atteint, lors de la prise en charge de votre donneur, au moins 7 de ces 10 critères-là, vous avez une probabilité plus importante de prélever 4 organes. Ça veut juste dire, quand on se donne des objectifs thérapeutiques pour notre donneur, on a capacité à prélever plus d'organes. Vous voyez, dans 70% des cas, on a prélevé plus de 4 organes chez les donneurs quand on avait atteint ces objectifs-là, et c'est vrai bien évidemment pour tous les organes. Donc c'est intéressant de dire à nos collègues, écoutez, regardez, la prise en charge d'un donneur, c'est de la réanimation, et d'ailleurs, vous avez des objectifs thérapeutiques qui sont les objectifs thérapeutiques qu'on a pour tous les autres patients en réanimation. Plus récemment, en 2017, toujours par la même équipe, vous reconnaissez le dernier auteur qui est Malinowski, il a comparé les donneurs et la reprise en charge. Il a regardé quasiment 3000 donneurs, et il y a des donneurs pour lesquels ils n'ont pas réussi à avoir tous les critères, et d'autres où ils ont réussi à recueillir les critères. Ce qui est intéressant, c'est qu'en analyse multivariée, vous imaginez bien que quand on a tous les critères, on est capable de prélever plus d'organes. C'est ça, c'est le 2,04, la loss ratio. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous n'y arrivez pas au départ et qu'avant le prélèvement d'organes, vous avez quand même réussi à atteindre ces objectifs-là, on est quand même capable de prélever plus d'organes. Donc ce n'est pas parce qu'au moment où vous décidez de prendre en charge votre donneur, que les objectifs ne sont pas atteints, que l'oxygénation n'est pas bonne, qu'il faut se dire que c'est cuit. Il faut les prendre en charge, il faut les réévaluer, il faut les optimiser, et peut-être qu'on va réussir à atteindre plus d'objectifs et donc du coup à prélever plus d'organes. Donc vraiment cette étape de réévaluation des organes et de ce qu'on fait est extrêmement importante, mais c'est comme ce qu'on fait pour n'importe quel patient en réanimation.
Très rapidement, la prise en charge hémodynamique, c'était les recommandations de l'Agence de la biomédecine de 2004, qui n'ont pas vraiment changé, qui mettent bien en avant l'importance de l'hypovolémie chez les donneurs et qui est vraiment la première étape de la prise en charge hémodynamique des sujets en état de mort encéphalique, c'est la correction d'une hypovolémie, avec, vous le savez j'imagine, le fait que les macromolécules, les colloïdes artificiels sont en partie contre-indiqués dans cette indication-là, et que la catécholamine de choix en France recommandée, c'est la noradrénaline, pour ses effets vasoconstricteurs, on s'en doute. Ce qui est intéressant aussi dans ce diagramme, après la prise en charge de l'hypovolémie, c'est le fait qu'il y a un moment où il faut faire une exploration hémodynamique. Quand les chirurgiens nous disent « oui, il y a trop de catécholamine, c'est délétère », oui, c'est très certainement délétère si on ne fait pas d'exploration hémodynamique. Il y a un moment où, quand du fond de son lit, on monte la noradrénaline, je ne dis pas ça parce que je le fais moi-même, hein, je ne fais pas ça, moi je vais toujours au lit du malade, mais c'est vrai qu'à 4 du mat', quand le donneur baisse sa tension et qu'on dit « vas-y, monte encore un peu la noradré », il y a un moment, il faut s'interroger ce qu'on fait, et il y a une exploration hémodynamique qui est indispensable pour essayer d'avoir l'évaluation hémodynamique du malade, savoir si c'est encore une hypovolémie qu'on doit traiter, si c'est effectivement la vasoplégie qui persiste, ou si une incompétence myocardique qui s'installe. Et donc ça, prendre en charge un donneur en utilisant ce type d'algorithme, qui est le même que la chambre d'à côté, encore une fois, c'est gage de qualité pour les organes qu'on va pouvoir mettre à disposition des receveurs. L'autre problème que je vous montrais tout à l'heure, c'est la polyurie, le diabète insipide. Quand j'étais interne, je n'avais jamais réussi à me souvenir qu'est-ce qu'on mettait, combien, avec du G2,5, avec combien de sel. Il y a un algorithme qui a été proposé par l'agence de l'Ulimoutine qui est assez simple. Il faut d'abord poser un diagnostic. Et le diabète insipide, ce n'est pas que la polyurie. C'est une polyurie où on a éliminé les autres causes, que ce soit la glycosurie ou que ce soit le retour du scanner. De temps en temps, nos donneurs, ils ont des raisons d'être polyuriques. Mais une fois qu'on affirme le diabète insipide, avec une densité urinaire qui est basse et des urines qui sont hypotoniques, et puis la natrémie qui commence à monter, il n'y a pas tellement de choix, hein. Le traitement de référence en France, c'est le Minirin, la desmopressine, et donc c'est 1 microgramme intraveineux direct qu'il faut faire, et ça permet de contrôler la polyurie qui souvent induit une hypovolémie qu'il faudra corriger juste après, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes de gérer cette polyurie et ce diabète insipide. Je vous rappelle que l'hypernatrémie est extrêmement délétère pour le greffon hépatique et le greffon rénal, et c'est dans les goals que je vous ai montré, le contrôle de la natrémie est un élément important, et je pense que c'est un bon élément de qualité de ce qu'on fait en réanimation, de voir la natrémie du donneur au moment où il va au bloc opératoire. À mon avis, c'est très corrélé à l'intensité de gestion des donneurs. Comme vous avez vu, on parlait d'homéostasie avant, quand j'ai commencé, il y a un petit moment déjà maintenant. On essayait de maintenir le donneur tant bien que mal, le temps que le bloc se libère pour que vite on aille prélever les organes. Et maintenant, on est plus dans un concept de réanimation d'organes, de réanimer les organes pour essayer de les améliorer. Et on a un petit peu de temps pour ça. Je ne dis pas qu'il faut attendre d'aller au bloc opératoire, mais quand on regarde les données, ça c'est des données américaines, sur 1500 donneurs, quand on regarde la répartition, alors en France, c'est pas décalé. Pareil, mais ici, vous avez le temps entre la mort encéphalique et le départ au bloc opératoire. Et donc aux États-Unis, en moyenne et en médiane, probablement, c'est à peu près entre 30 et 35 heures. Entre le moment où le diagnostic de mort encéphalique est fait et le moment où le donneur va au bloc opératoire, c'est généralement 30-35 heures. En France, on est plutôt à 12-18 heures. Mais quand on regarde cette courbe-là, on se dit, OK, il y a des donneurs qui quand même passent 30 heures en réanimation avant d'aller au bloc opératoire. Et bien justement, ces 30 heures-là, je pense qu'il faut les utiliser. Et si on les utilise bien, c'est ce qu'il montre là, avec une analyse qui est très discutable, mais on voit que ceux qui vont au bloc très tôt, c'est ceux-là, ceux qui vont au bloc dans les 6 heures, ils prélèvent très souvent des reins, assez souvent du foie et pas souvent du cœur. Ceux qui vont au bloc opératoire plus tard, là, notre moyenne, à 35, ils prélèvent toujours beaucoup de reins, un peu plus de foie et beaucoup plus de cœur. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut retarder l'entrée au bloc opératoire, mais je pense que notre travail de réanimateur, c'est de continuer à optimiser le donneur, continuer à réanimer les organes pendant que le donneur est sous nos yeux en réanimation. Donc on peut améliorer les greffons, je vous ai montré, il faut faire de la réanimation. Ici, je vous ai repris, que je n'avais pas mis dans la diapositive tout à l'heure, la prise en charge de Minandres en Espagne sur le greffon pulmonaire, le test d'apnée, la ventilation mécanique, les manœuvres de recrutement, la fibroscopie, ainsi de suite. Donc clairement, pour améliorer les greffons, il faut faire de la réanimation.
Après, il y a des traitements spécifiques que je ne vais pas aborder ici parce que ce sera probablement abordé en partie dans les topos suivants et on pourra en discuter au moment de la table ronde. Il y a les hormones thyroïdiennes, l'administration d'une corticothérapie, l'administration de vasopressine qui n'est pas disponible en France, l'administration de dopamine et l'effet de l'hypothermie, mais je sais qu'on aura un topo spécifique sur ce thème-là. Et donc, je n'ai pas détaillé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les preuves scientifiques, pour l'instant, font que c'est quand même très difficile de recommander systématiquement l'utilisation de ces thérapeutiques spécifiques. Et pour parler de simulation, j'aurais pu vous faire un topo sur la simulation et la formation en réanimation. Et donc, il y aurait eu 1242 articles montrant que c'est super, que les gens sont contents, que ça diminue. Il y a un papier récemment dans le JAMA qui dit que ça diminue le stress post-traumatique des infirmières, que de faire de la simulation. Et donc, clairement, la prise en charge d'un donneur, c'est du soin de réanimation et ça bénéficie de la formation en simulation avec les différents points que je vous ai montrés initialement. Ça, c'est une photo d'Illumins. Et donc, voilà, on fait de la simulation comme ça avec les étudiants, avec les internes. On fait aussi la simulation d'abord des proches dans différentes situations ou comme en bas ici, l'annonce de mauvaises nouvelles ou la recherche de la non-opposition. Et on a possibilité, bien évidemment, de différentes étapes de la démarche de prélèvement d'organes, de faire de la simulation que je vous rappelle ici, mais qui sera détaillée par ma collègue après. On avait fait ça d'ailleurs en 2014. On avait fait une formation à Paris sur le travail ensemble. On avait fait venir des collègues des hôpitaux avec qui on travaillait habituellement, des urgentistes, des neurovasculaires, des réanimateurs et la coordination pour faire de la simulation tous ensemble. Et l'intérêt de la simulation, c'est aussi de travailler tous en équipe à un seul endroit et ça nous avait permis de faire ça. Malheureusement, la simulation, ça ne fait pas tout, hein, comme je vous ai montré. Il faut d'abord être formé, il faut avoir des connaissances. Ça a un coût matériel, ça a un coût humain, et il y a un temps de formation qui est important. Ça prend du temps de faire de la simulation. Il faut que les enseignants soient disponibles, parce qu'on ne met pas 15 étudiants dans une salle et on s'en va après. Ça nécessite de l'investissement. Et cet investissement, il est important. À Illumins, on a essayé de monter cette formation avec l'agence de biomédecine. C'est un petit peu compliqué, mais on a vraiment besoin d'aide pour faire ces simulations qui sont vraiment bénéfiques à court terme pour les professionnels et à court terme aussi pour les receveurs parce qu'on a la capacité d'améliorer les organes. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Il y a une école de formation, le FPMO, prélèvement multi-organes. Est-ce que Illumins c'est le FPMO plutôt que l'agence de biomédecine ? Alors effectivement, j'ai la chance de participer à l'EFPMO. On fait une formation, mais qui est pour les chirurgiens. Le FPMO, c'est très orienté sur les chirurgiens. La volonté des gens qui font le FPMO, c'est de faire venir tous les professionnels de santé autour du don d'organes. Et on pourrait tout à fait, ça a un coût certain, mais pourquoi pas, moi je suis ouvert à toute proposition. Oui, élargir le FPMO en amont de la chirurgie. Absolument, c'est la volonté des gens qui font le FPMO et c'est pour ça que j'y suis et que moi pour l'instant je fais de la formation de la prise en charge du réanimateur pour les chirurgiens. Donc on n'est pas du tout dans ce que j'ai expliqué. Je pense que c'est important, comme vous dites, que chacun soit sensibilisé à tout et si on avait tout le monde au même endroit, ouais, ce serait génial. Ce serait génial. Une deuxième question. Simplement, dans ta présentation, à plusieurs reprises, tu as fait des allusions au fait que le donneur en état de mort encéphalique n'était peut-être pas considéré comme le patient en réanimation lambda. Donc c'est des notions que bien sûr on a tous. Et même dans les publications récentes, on a l'impression qu'il y a encore cette distinction qui est faite au sein des réanimateurs. Et est-ce que tu sens les choses évoluer et comment tu ferais évoluer ça ? Comment est-ce que tu penses pouvoir faire porter ce message auprès des services de réanimation pour qu'on n'ait plus cette a priori négatif sur le donneur? Le meilleur moyen, c'est de venir quand les associations des jeunes anesthésistes réanimateurs vous invitent à parler pour rencontrer des jeunes. Donc ça, c'est la chose à faire. Michael T, qui m'a invité, a été interne dans mon service. Enfin, c'est pas le mien d'ailleurs, le service dans lequel j'ai la chance de travailler. Et je pense que la jeune génération est de plus en plus sensibilisée parce qu'on leur montre que c'est intéressant et leur montrer des topos scientifiques en leur disant regardez, il y a du TNF-alpha, il y a de machin. Et les topos qui vont suivre, montrer qu'on peut faire de la recherche. Je pense que c'est ça qui permet de tirer l'intérêt vers le haut et de motiver les gens en disant c'est un peu plus que faire une carte de groupe, un bilan hépatique et de le pousser au bloc opératoire. Je crois qu'on a vraiment notre part à faire dans la prise en charge du donneur. Bonjour, alors moi c'est pas obligatoirement une question, mais c'est plutôt un partage d'expérience. Je viens de l'hôpital de Rouen, donc au CHU on a effectivement mis en place un protocole d'optimisation
du poumon chez le donneur d'organes en suivant le protocole Mignan-Bresse, etc. Je voulais aussi partager, parce que je ne sais pas si les informations passent, s'il y a d'autres centres qui le font et quels sont les résultats de ces centres, mais on a quand même réussi à installer ça, à instaurer ce contact avec le patient donneur et pas que le donneur. Et on a quand même réussi à impliquer des équipes différentes avec des internes de services différents. Les applications du protocole étaient aléatoires, effectivement, surtout au niveau hémodynamique, c'est toujours un peu compliqué, comme vous l'avez dit, c'est important, mais c'est pas toujours évident pendant une garde, etc., par rapport aux effectifs. Mais ça a montré un effet positif. On a réussi à récupérer des poumons qu'on n'aurait jamais prélevés, qui ont été transplantés, et les résultats, Mignan-Bresse l'avait montré aussi à un moment, que ce soit au niveau des poumons, avec les restrictions, avec les corticothérapies, etc., n'ont pas d'effet négatif sur les autres organes non plus. Donc c'est vraiment quelque chose de super important, qui a un effet au long cours sur plusieurs organes et qu'il faut promouvoir. Enfin, je n'ai pas participé, mais en tout cas, je fais partie de l'équipe qui prône ça et j'aimerais bien que le message passe. Vous avez raison, le retour aux équipes est extrêmement important aussi. Ça, c'est le rôle des coordinations hospitalières, de récupérer les nouvelles des receveurs et de dire, tu vois, le poumon l'autre jour là, que tu avais trouvé pas terrible, ben, il a été greffé, le receveur va bien. Nous, on a eu le cas pour un greffon cardiaque où le réanimateur de garde, il ne croyait pas une seconde, on l'a un peu poussé en lui disant, bon, vas-y, fais des trucs, refais une écho, et puis tac, il y a une équipe qui a accepté le greffon, et tac, le receveur va bien. Et c'est aussi le rôle des coordinations hospitalières dont je fais partie, de faire ce retour au réanimateur qui, de temps en temps, ne savent pas ce qui se passe après. Oui, merci. Je voudrais rebondir sur le message de la réanimation pulmonaire protective. Ça, c'est quelque chose, c'est un message qui me semble essentiel. Et il y a eu une étude qui a été réalisée par l'Agence de biomédecine avec la collaboration, bien entendu, des coordinations hospitalières de prélèvement et qui montre que ce n'est pas une pratique systématique dans la réanimation des donneurs. Merci à tous pour les questions. Vous en avez une là? Merci Julien, Jean-Michel Constantin, Clermont-Ferrand. Dans le même sens, ton topo est génial. Il y a juste un truc, c'est quand tu dis que ça se fait plus la ventilation de papy, quand on regarde les données de l'UNSAFE, qui est une enquête internationale sur tous les pays, c'est 25% des malades avec une insuffisance respiratoire aiguë qui sont ventilés avec plus de 10 ml kg de volume. J'aurais dû dire que ça ne devrait plus se faire. Ça ne devrait plus se faire, mais il y a encore énormément de choses. Donc ça, c'était le commentaire que je voulais faire. La question, c'est probablement que la place des réanimateurs elle est encore plus importante, mais je ne sais pas comment on peut améliorer. C'est vous qui pouvez répondre à ça. C'est tous les malades qu'on a tendance à refuser, qu'on nous a appris, il ne faut pas les prendre parce que c'est de l'AVC hémorragique à 75 ans, c'est dépassé. Il y a une vraie culture à impliquer aux jeunes. Et est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits en France pour que la jeune génération ait le réflexe de dire « ouais, c'est pas de la réa, mais on peut peut-être le prélever ». C'est une très bonne remarque qui dépasse mon topo, je devais faire réanimation, mais vous avez raison, la réanimation est importante. Il y a un travail qui est fait maintenant avec les services d'urgence, les USINV. Moi, par rapport à ce que vous dites, je pense que les USINV, par exemple, je pense qu'il y a des AVC hémorragiques qui finissent de mourir et qui pourraient être des potentiels donneurs. Je pense qu'il y a qu'en étant au quotidien, en utilisant les outils de l'agence, qui est l'outil Cristal, qui recense tous les décès d'un hôpital dans des secteurs particuliers qui permet de voir si on perd des donneurs. Et je sais que nous, on l'a développé dans différents hôpitaux de notre réseau et on se rend compte qu'effectivement, il y a des gens qui sont morts dans des services d'urgence qui auraient pu être des donneurs potentiels. Donc à ce moment-là, il y a un travail d'éducation à faire, d'analyse des données et de retourner voir les urgentistes. On dit, appelez peut-être le réanimateur là, vous ne les avez pas appelés. Et puis nos collègues réanimateurs disent, mais il t'a appelé. Tout ça dans la meilleure bienveillance possible. Mais effectivement, je pense que vous avez entièrement raison, les lignes doivent bouger et il y a encore des donneurs qu'on perd parce que le malade n'est pas admis en réanimation, parce qu'il n'y a pas de but thérapeutique. Le thérapeutique, il n'est pas pour le patient, il est pour les receveurs. Et effectivement, on perd des donneurs comme ça. Donc, travaillons.